Mes amis, bien le bonjour. Ce que je vais vous raconter ici est 100% authentique et documenté. Il n'y a pas de provocation dans cette vidéo de sensationnalisme. Si vous êtes un amateur du décodage ou autre, be my guest, comme on dit. Allez-y, tentez de décoder cette vidéo. En fait, ce que je vais vous dire, ça a l'air incroyable, mais c'est complètement vrai. On a des entreprises européennes. Aujourd'hui, je vais prendre le cas de l'Allemagne. Des entreprises allemandes payent de la mafia chinoise le droit d'exercer, le droit de travailler en Allemagne. Alors, ça semble un peu bizarre. Je ne suis pas en train de vous parler d'un système comme par exemple souvent des entreprises qui veulent aller travailler à l'étranger, parfois sont obligées de graisser des pattes, de payer des facilitateurs et tout. On connaît le système. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'une entreprise 100% allemande qui veut travailler en Allemagne ou en Europe et qui doit payer le droit de travailler à de la mafia chinoise située en Chine. Il n'y a rien à voir avec la Chine, mis à part le fait que l'entreprise allemande est obligée de payer. Ok, bon. On connaît énormément de systèmes de raquettes. On connaît ce genre de système. De raquettes ou de chantage ou autre, qui force parfois des entreprises à... rappelez-vous Lafarge, en Syrie, ils étaient obligés de payer des groupes terroristes. D'ailleurs, ils ont été condamnés pour ça, pour le droit d'exercer en Syrie, pour le droit de continuer à travailler. Là, le paiement était déclenché par un rapport de force, par une menace. Donc le groupe terroriste menacé Lafarge, qui a décidé de se soumettre au chantage et de payer. Parce que s'il ne paye pas, l'usine est brûlée, il n'y a plus d'usine. En Allemagne, c'est pareil, mais avec une subtilité. D'où vient la menace? Pourquoi on paye? C'est l'Union européenne qui les oblige à payer. Ça veut dire, ce n'est pas à la décharge de la mafia chinoise, ce n'est pas la mafia chinoise qui est en train de menacer les entreprises européennes. Non. L'Europe, les pays européens, et l'Europe de manière générale, l'Union européenne, et les pays européens sont en train de forcer leurs entreprises à donner de l'argent à des mafias chinoises. Autrement, elles ne pourront pas allumer la lumière, démarrer une machine, démarrer un camion ou un véhicule ou quoi que ce soit. Et chaque personne, vous aussi, est en train de payer au quotidien de l'argent à des mafias chinoises. C'est quoi cette histoire? C'est une histoire complètement folle. Je suis en train d'écrire un livre enquête sur l'idéologie de l'environnement, sur l'idéologie écologique. Et en fait, quand j'ai démarré ce livre, qui n'est pas fini encore, je vous le montrerai quand il sera fini, je ne m'attendais pas à trouver ce que je suis en train de trouver. Je m'attendais à trouver des torrents d'escroqueries, d'arnaques, d'idéologie et tout, ça c'est clair. Ça, j'ai d'ailleurs couvert le côté idéologique que j'ai découvert dans le livre Les Nouvelles Religions, qui est sorti en début d'année. Mais là, je suis en train précisément de parler d'arnaque. Et je suis tombé sur ça. Incroyable. Regardez. Depuis 2018, l'Allemagne a créé un système qui oblige, donc c'est une loi qui a été créée en 2018, qui est entrée en vigueur en 2020, et cette loi en particulier doit aller jusqu'en 2026. Et en fait, bien sûr, c'est pas en 2026, ça va expirer, c'est terminé, parce qu'ils sortent à chaque fois un paquet de lois, et chaque itération est plus restrictive, plus exigeante que la précédente, forcément. Et donc, des entreprises allemandes, pour pouvoir travailler, alors travailler c'est quoi? C'est utiliser de l'énergie. Donc pour pouvoir utiliser de l'énergie, elles doivent ramener des certificats prouvant qu'elles ont ce qu'on appelle capturer du carbone en amont. À partir de 2020, elles doivent prouver que le carbone a été capturé en amont. Donc, des entreprises allemandes se retrouvent avec le pistolet sur la tempe, comme on dit. Elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de ramener des certificats prouvant qu'elles ont capturé un carbone équivalent à l'énergie qu'elles utilisent pour travailler. Donc, elles vont mesurer la quantité de travail qu'elles produisent, n'est-ce pas, les véhicules, les machines, les chauffages, tout ça, la totale. Et elles doivent prouver que l'équivalent carbone de cette énergie-là a été capturé. Et là où ça devient croustillant, c'est que l'Allemagne a approuvé des dizaines de chantiers de capture de carbone, vous savez où? En Chine. Alors, donc, les entreprises allemandes, menacées par l'administration allemande, sont obligées d'aller en Chine, verser une obole à des Chinois qui leur disent nous capturons le carbone.
Le problème, c'est que depuis l'année dernière et depuis cette année, l'Allemagne est en train de se réveiller au fait qu'ils ont donné 4,5 milliards d'euros à ce stade, ils continuent à en donner tous les jours, eh bien, à des gens qui ont juste pris cet argent, et c'est tout. Ça veut dire que les Chinois se disent, puisque l'Allemand est névrosé aujourd'hui sur l'utilisation de l'énergie, ces ministres de l'environnement qui se succèdent sont généralement des femmes blondes woke, qui font partie de la classe bobo urbaine de leur pays. Eh bien, elles sont en train de donner en veau littéralement sacrificiel ou en agneau sacrificiel l'industrie allemande en train de l'offrir aux Chinois. Donc les Chinois ils se disent on a tort de nous gêner. Alors, donc, ces projets-là, donc récemment il y a eu un scandale portant sur 8 projets. En fait, 8 projets ont été lancés dans une province inaccessible aux Occidentaux. Parce qu'il y a certaines provinces chinoises où on ne peut pas rentrer, même un visa ne permet pas de rentrer. Alors, on ne peut pas y aller et encore moins aller enquêter, auditer ou autre. La Chine, contrairement à l'Europe, a encore un concept de souveraineté nationale. Elle ne permet pas, quant à elle, à des étrangers de venir auditer ce qui se passe dans son pays, investiguer, enquêter, poser des questions, prendre des photos, etc. Elle ne permet pas ça du tout. Alors oui, ils acceptent les milliards, il n'y a pas de problème. Vous voulez nous donner des milliards, on prend les milliards. Par contre, vous n'avez pas le droit de venir mettre votre nez et poser des questions. C'est exactement le deal qu'il y a eu avec la Chine. Donc, des mafias chinoises ont pris l'argent, puis c'est tout. Les projets aujourd'hui, en Allemagne, on se réveille au fait qu'ils n'existent pas. Sur les 8 projets, il n'y en a aucun qui existe. Et ils sont tous frauduleux, en réalité. Comme ils peuvent pas, les Allemands n'ont pas le droit d'aller en Chine enquêter, eh bien, ils ont utilisé des images satellites. On leur a dit que, par exemple, dans tel endroit, on est en train de reboiser. On est en train de faire du reboisement, et en retour, on vous donne un certificat carbone. Par exemple, les 8 projets portaient sur 215 000 tonnes de carbone. Et donc, on leur dit, voilà, vous avez des certificats, allez travailler. L'entreprise allemande le montre aux autorités fédérales allemandes qui lui permettent de travailler. Elle doit montrer qu'elle a payé la Chine pour qu'elle puisse travailler. Vous voyez, j'espère que vous voyez l'horreur de la chose. Donc, quand ils ont commencé à enquêter par les moyens du bord, parce que ils ont eu quoi? Ils ont eu de la paperasse chinoise, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, elle vaut le papier qui est imprimé dessus. Ils ont commencé à regarder des images satellites, et là, ils ont découvert que il n'y a pas. Ce reboisement dont on leur parle n'existe pas. Et en fait, sur les 8 projets, les 8, on s'est rendu compte qu'ils sont frauduleux. Voilà. Et maintenant, les autorités allemandes sont en train de refuser les papiers qui viennent de ces projets-là. D'autres projets, au nombre de 60. Ils sont en train de les investiguer comme ils peuvent. Ils ont recruté un cabinet d'avocats internationaux qui tentent de regarder, mais un cabinet d'avocats internationaux, ils vont faire quoi? Comment ils vont aller en Chine? Donc, ces avocats ont écrit à certaines agences qui, soi-disant, avaient émis des certificats carbone. Ces agences ont répondu qu'elles ont dit, on n'a pas connaissance de ces certificats-là et ça vient pas de nous. Donc, on vous invite à aller creuser plus loin ailleurs, mais voilà, pas chez nous. D'accord? Donc, sur les 60 autres projets, il y en a 40 déjà qui ont des irrégularités. Donc 40 qui sont frauduleux. En réalité, 100% sont frauduleux. Parce que, mes amis, une fois qu'on a un mensonge originel, à partir dans une histoire, on ne peut pas la rendre autrement que frauduleuse. Si aujourd'hui je vous dis, regardez, quelqu'un me dit, voilà, donne-moi un peu d'argent, et puis je change le climat de ta ville, le climat au-dessus de ta tête, le climat... Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun argent qu'on donne à des Chinois ou à d'autres qui pourra changer le climat de la Terre, mes amis. D'accord? Entre l'an 920 et 1250, on avait au Moyen-Âge, on avait un réchauffement climatique qui a été suivi par une petite ère glaciaire. Bien avant l'invention des machines, bien avant l'invention des avions, des voitures, tout ça. Donc, Groenland, autant il y a des glaciers qui datent d'il y a 400 000 ans, autant il y a des zones qui étaient des zones de pâturage. Je veux dire,
voilà, le temps, enfin le climat terrestre n'a fait que varier sur les milliers d'années, aussi loin qu'on puisse remonter, qu'on puisse analyser les arbres, les sédiments, qu'on puisse faire de la géologie et regarder un petit peu tout ça. On voit qu'il n'a fait que varier. Mais aujourd'hui, non seulement on décide que on va monétiser les variations climatiques, mais en plus, on force des entreprises européennes à aller payer des mafias chinoises pour le droit de travailler en Europe. C'est de la folie complète. L'Europe a décidé, par l'entremise de ses dirigeants, qui sont fortement idéologisés aujourd'hui, a décidé d'être le cocu de l'histoire, a décidé d'être le cocu de l'histoire de l'humanité. L'Europe est vouée à sa perte avec ces idéologies-là. Elle va payer partout. Elle va payer des mafias à droite, à gauche, qui vont utiliser ça en frais de bouche pour s'offrir des yachts, pour s'offrir des avions, pour se faire plaisir, tout ça. Et dépenser, alors que on a des retraités qui crèvent de froid ici. On a des retraités au Royaume-Uni, par exemple, qui passent leur journée dans des bus quand il fait froid, parce que le bus est chauffé, alors que chez eux, non. Chez eux, il y a la même température que la température ambiante dehors. Comprenez? On a des usines qui ferment, on a un chômage de masse qui ne fait qu'augmenter, et on a aujourd'hui un carcan idéologique qui est en train de s'abattre sur l'Europe, et puis qui est en train d'en pomper les richesses, qui est en train d'en pomper le sucre vital pour le détourner ailleurs. Et il faut savoir qu'il y a des militants derrière ça. Vous savez, la nouvelle, c'est pas comment elle s'appelle, c'est une rebeu, la nouvelle Greta Thunberg, et je finirai sur ça. Elle a dit aujourd'hui, que les problèmes de climat, c'est de la faute, non pas de l'homme, mais de l'homme blanc. Donc elle est en train de targeter, elle est en train de viser clairement les Européens. C'est eux qui doivent perdre, c'est eux qui doivent plonger dans la misère définitive de manière permanente et transférer leurs industries, transférer leur savoir-faire, transférer leurs flux financiers, leur créativité, leurs patentes, leurs emplois directs et indirects, leurs recettes fiscales, tout ça ils doivent transférer ailleurs et puis mourir pour des sornettes. Voilà où c'est en train d'aller aujourd'hui, mes amis. C'est ahurissant ce qui est en train de se passer, cette destruction, et elle ne peut pas être involontaire en fait. Mais l'Europe, il faut dire qu'elle est très fragile idéologiquement. L'Europe est un système très féminin quelque part, qui est idéologiquement très fragile. C'est une région qui est capable d'embrasser n'importe quelle idéologie très vite, très vite. Il y a un vide en réalité. C'est peut-être lié à la déchristianisation, hein, n'est-ce pas? C'est peut-être ça. La perte de repères spirituels, la perte de repères historiques, la perte de leur identité, tout ça qui fait que l'Europe aujourd'hui est devenue un grand aspirateur à idéologie. C'est comme un aspirateur posé par terre. Il suffit qu'une feuille morte soit traînée par le vent, elle passe devant le tuyau, il va l'avaler. C'est ce que fait aujourd'hui l'Europe. C'est devenu une sorte de grosse machine qui avale les idéologies de passage, et elle commence tout de suite à se sacrifier pour. Il y a plein d'idéologies, mes amis, on n'aurait pas donné 5 € sur leur survie, il y a quelques années à peine. Et aujourd'hui, sont dans des lois contraignantes. Je veux dire, c'est un continent qui est complètement foutu. C'est un continent qui est parti, quoi. Voilà, mes amis, je vais vous laisser. J'aimerais vous dire un truc au passage aussi. J'aimerais vous dire quelque chose. La dernière vidéo que j'ai faite sur les pseudo-bombardements iraniens en Israël, je les ai fait quelques heures seulement après ces bombardements, et en ces temps-là, tout le monde parlait de F-35, d'avions qui ont été rasés, détruits, brûlés, tout ça. Et je vous ai fait une vidéo en vous disant que c'est du foutage de gueule, qu'il n'y avait rien. Et aujourd'hui, c'est en train de se confirmer qu'il n'y avait rien du tout. Vous voyez, c'est pour ça que j'aimerais remercier les gens qui viennent voir ce canal, parce que vous venez ici pour de l'information sérieuse. Vous venez pas ici pour l'émotionnel qu'on vous sert sur les réseaux sociaux et ailleurs, hein, où on vous dit, bon là, terrible, extraordinaire, Troisième Guerre mondiale est là, ils ont tout détruit, ils ont tué tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes amis. L'Iran a bombardé Israël avec des missiles, hein, des tubes en tôle, remplis d'un petit peu de poudre, de poudre à canon, de poudre noire, qu'ils ont rempli à l'entonnoir, un petit peu comme tu remplis un tromblon, n'est-ce pas? Comme on appelle ça en arabe, c'est dakhir al-hayya, dakhir. C'est de la poudre noire, une poudre noire comme ça, c'est la même chose qu'on trouve dans les fusils de chasse, en fait. Et donc, ils ont mis ça dans le missile, et puis après, ils ont bourré avec du journal, et puis ils ont envoyé. Et exactement, quand on regarde les dégâts que ça fait,
C'est équivalent à ça. Maintenant, comme je vous ai dit, le missile iranien reste dangereux dans le sens où s'il tombe sur quelqu'un, parce qu'il est lourd, c'est quand même de la ferraille, ça tombe sur quelqu'un, en action directe, ça peut faire mal, ça peut faire hyper mal, oui, ça peut tuer, ça peut blesser, tout ça, ça c'est clair. Mais la partie explosive, elle n'existe pas. Voilà, alors, ce qui fait le missile, c'est l'explosif quand même. Voilà, c'est pas possible autrement. Donc, maintenant, regardez un truc intéressant. C'est que, si on regarde bien, j'aurais presque dû faire une deuxième vidéo. Mais voilà, vous avez, mes amis, 2 vidéos pour le prix d'une. C'est une journée promotionnelle aujourd'hui. C'est le vendredi et on fait une promotion sur le canal Aldostérone. Regardez, je vous raconte un truc. Les Américains, c'est quoi leur problème aujourd'hui? C'est quoi leur méga problème? D'ailleurs, j'ai trouvé un document de la Rand Corporation. Il faut que je vous le lise, il faut que je fasse ça. C'est quoi le problème? Et c'est suivant, je vous raconte. Le problème des Américains, c'est que le dollar est en train de foutre le camp. Eh oui, pourquoi? Conjonction entre 2 problèmes. Premier problème, c'est la rotative. Ils sont en train d'en générer des dollars et de manière accélérée. Ça signifie, j'ai pas les chiffres en tête, mais ne croyez pas que la génération du dollar est linéaire, elle est plutôt exponentielle aujourd'hui. Ça signifie littéralement, presque chaque année, ils sont en train de générer autant de dollars que les dollars qu'il y a en existence. Donc le flux de dollars est en train d'arriver en masse. Alors, avant, ils pouvaient s'en sortir. Pourquoi? Parce que ils étaient dans la partie plate, on va dire, de l'exponentielle, où ça montait, mais ça se voyait pas trop, hein, parce que si vous regardez une courbe exponentielle, bien que elle est tout le temps exponentielle sur toute sa longueur, mais au départ, elle est un petit peu traître. Hein, au départ, elle est un petit peu rassurante, alors qu'en réalité, elle l'est jamais. Mais au départ, les valeurs impliquées dans l'absolu sont faibles. Mais même si leur croissance exponentielle on a l'impression que c'est tranquille. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans l'exponentiel, mais sur des valeurs massives. Ça, c'est le premier point. C'est quoi l'autre point? L'autre point, c'est le suivant. Avant, ils pouvaient diluer leur dollar partout sur la planète. Mais maintenant, avec la dédollarisation, la dédollarisation fait que le dollar trouve de moins en moins de preneurs. Il y a de plus en plus de pays qui échangent dans leur monnaie ou dans un paquet de monnaie ou autre, qui font qu'ils n'ont plus besoin de dollars. Donc, 2 soucis. Premièrement, on imprime beaucoup. Deuxièmement, le bassin de dilution de la monnaie devient de plus en plus petit. Donc forcément, c'est en train d'aller au sol. Il faut faire quelque chose de la perspective américaine. Et ça, c'est pas une question partisane. Ça signifie, ce n'est pas une question qui va changer si par exemple Kamala Harris arrive au pouvoir ou Trump arrive au pouvoir. C'est une priorité nationale américaine et tout le monde la fera, peu importe le président qui sera là à partir de janvier. Donc, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire en sorte que les capitaux qui sont en Europe, c'est des milliers de milliards, j'avais lu le chiffre de 9000 milliards, doivent changer de côté, traverser l'Atlantique et aller aux États-Unis. Ça permettra de renflouer l'Amérique. Voilà, ça permet de les renflouer et donner un nouveau souffle de vie au dollar. Il faut que les capitaux, par exemple, les milliards de milliards, qui sont libellés en euros, par exemple, aujourd'hui, et qui se trouvent sur les marchés européens, eh bien, que des gens soient inquiets pour le sort de l'Europe, et puis se disent, ok, je vais les convertir en dollars, malgré la Fed et tout ça, je convertis en dollars, je transfère sur des banques américaines. Ça, c'est bien pour l'économie américaine, c'est bien pour leurs finances, et ça permet de leur acheter du temps. Ils vont pas aller jusqu'à la fin du siècle avec ça, on se comprend, mais ça permet quand même d'acheter du temps. Or, la politique aujourd'hui n'est que l'achat de temps. Alors, imaginez la chose suivante, imaginez l'histoire. Les Américains menacent de frapper les installations pétrolières iraniennes. Et rappelez-vous, quand j'ai fait la dernière vidéo, quelques heures après le pseudo-bombardement, ou le pseudo-largage de missiles sur Israël, je vous avais dit que j'avais rempli le plein dans ma voiture. Hein, d'accord, hein, c'est important ça. Donc, c'est comme ça que ça va affecter nos vies. Regardez. Si ils bombardent les installations pétrolières iraniennes, ça va faire, en termes de choc pétrolier, ça va faire Nord Stream, puissance 100. L'économie allemande, c'est terminé. Ce sera fini. Il n'y aura plus quelque chose qu'on appelle l'économie allemande. Hein. Ils pourront toujours fabriquer des babioles ou fabriquer des balais. Hein. Vous vous rappelez, quand j'étais petit,
On avait des balais multicolores, on me disait, je sais pas si c'est vrai, on me disait que c'est les aveugles qui les faisaient, hein, que voilà, ils étaient là en train de fabriquer c'est ce qu'on me disait, je sais pas si c'est vrai. Mais voilà, ils pourront fabriquer des balais, hein, et les vendre sur les marchés internationaux. Mais c'est fini. C'est fini, tout ce qui est quelque chose d'usiné, quelque chose avec la plus-value technologique et tout, c'est terminé tout ça. Et on a d'autres pays, hein, comme la France, qui est aujourd'hui sous tutelle. La France, les mots ne sont pas utilisés encore, mais sachez que la France, elle est sous tutelle de l'Union européenne, comme la Grèce. Comme la Grèce l'été, il n'y a pas beaucoup de temps. Sachez, mes amis, que la France, elle est en train de payer, en termes de taux d'intérêt, elle est parmi les pays en Europe qui payent le plus de taux d'intérêt. Elle est dans le top 2 ou 3. Et sa note, attention, sa note qui est un marqueur, si vous voulez, de confiance des marchés dans la dette française, sa note est meilleure que d'autres pays européens qui payent moins d'intérêt que la France. Vous voyez l'anomalie? Parce que normalement, la note et l'intérêt qu'on paye sur la dette est un marqueur de risque. Plus un pays, le marché considère un pays comme risqué, il y a une instabilité économique, il y a une incertitude sur la gouvernance, tout ça, plus, si on veut lui prêter de l'argent, on veut plus d'argent en retour, on veut plus d'intérêt. Ça signifie qu'on va être compensé. On inclut dans le loyer de l'argent, on inclut sans risque en fait. Voilà. Et d'ailleurs, même les individus peuvent le vérifier, chacun. Hein, il y a des gens solvables, ils peuvent peut-être emprunter à 5%, et tu as des gens qui sont en marge, qui peuvent emprunter à 30, 40%. Ici, au Royaume-Uni, on n'a pas de taux d'usure. Hein. Ici, tu peux emprunter à 1000% si tu veux. Donc, la France, ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que sa note est meilleure que d'autres pays européens qui payent moins de taux d'intérêt. Vous voyez, c'est une anomalie complète, c'est une aberration en fait aujourd'hui dans le système financier. De sorte que la note de la France va dégringoler. Elle va baisser, il n'y a pas le choix, pour aller rejoindre les taux d'intérêt qu'elle paye, pour être alignée avec les taux d'intérêt qu'elle paye. Parce que les marchés ne supportent pas ces aberrations. Les marchés les corrigent toujours. Il faut savoir une chose. Pour 1% d'augmentation de la dette française, pas de la dette, de l'intérêt de la dette, pour chaque augmentation, vous savez, si tu es privé, c'est un particulier, et tu as emprunté, je sais pas moi, sur une carte de crédit ou autre, et puis la banque t'envoie une lettre en te disant que ton taux d'intérêt a augmenté, de 1%, de 2%, 3%, tu sais que forcément, l'intérêt de la dette va augmenter. Hein, tu vas payer plus d'intérêt cette fois-ci, et ça deviendra de plus en plus étouffant de rembourser ta dette. Donc, la France, pour chaque 1% d'augmentation du taux d'intérêt de sa dette, c'est 10% du budget de l'État qui part dans l'intérêt additionnel. Juste pour vous situer. Ça signifie mentalement, même si je ne pense pas qu'elle va augmenter 10%. Mentalement, on peut dire que si la dette française voit ses intérêts augmenter de 10%, hein, ça ne va pas arriver, mais juste, je vous donne, juste pour parler, c'est 100% du budget de l'État français qui sera avalé, pas dans l'intérêt additionnel de la dette. Donc, ce qu'on a fait en fait, on a donné de l'argent en France, on a donné de l'argent à la France, à des intérêts très bas et tout, mais c'est un classique. Et aujourd'hui, on l'étouffe, hein, suite. C'est pas injuste aussi, hein. Ça correspond à ce qu'on est en train de voir, à un déficit public abyssal, à des fonds qui ont été falsifiés, à des comptes qui ont été falsifiés. La France a falsifié ses comptes, ce qui est très grave. C'est comme si vous allez emprunter à une banque, et puis vous leur donnez de fausses fiches de salaire, hein, avec un salaire gonflé par exemple. Et ils le découvrent. Hein, ça peut se passer très mal. La France, c'est exactement ça. La France vous savez, le maire, là, le Mozart de l'économie, il vous a laissé dans de sales draps. Et en plus, il a engagé, c'est pas que de sa faute individuelle ou personnelle, il a engagé avec son boss Macron, la France dans une guerre contre la Russie pour sauver le Donbass. Ça signifie que réellement, pour le Donbass, la France va mettre 3 générations à payer. Elle va faire couler son bien-être, elle va faire couler son pouvoir d'achat, elle va faire couler son système de retraite, couler son économie, juste pour se donner une chance illusoire de sauver le Donbass ukrainien. Je veux dire, voilà quoi. On leur aurait pris, je sais pas moi, le Finistère, ou la Corse, ou qu'à Dieu ne plaise, la Nouvelle-Calédonie, ou des choses comme ça. J'aurais compris qu'ils se disent, non, là, il s'agit d'une intégrité territoriale, il faut qu'on fasse quelque chose, peu importe le prix, hein, quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas, comme dirait Macron.
pour que on retrouve notre souveraineté dessus. Sauf que là, il ne s'agit pas de souveraineté française. Il ne s'agit pas de souveraineté d'un allié de la France. Il ne s'agit pas de souveraineté de quoi que ce soit, d'un pays avec lequel il y a des accords ou quoi que ce soit. Mais ils ont décidé de se sacrifier pour ça. La réalité, moi, c'est que je pense, je ne peux pas le démontrer, mais je le pense, qu'ils veulent sacrifier la France et tous les prétextes sont bons. Parce que quand tu vois quelqu'un qui fait un truc énorme, énorme, et puis pour quelque chose qui sont tellement petits, quand il te donne une justification, elle ne tient pas la route par rapport à ce qu'il vient de commettre. Tu réalises une chose, que son explication n'est qu'un prétexte. C'est tout. En réalité, il voulait réaliser ce qu'il a réalisé. Le plan initial, le plan d'origine, ce qui était programmé, c'était ce qu'il a fait. Et après, par la suite, tout ça, c'est de la littérature. Donc, personnellement, je ne pense pas que la France s'est sacrifiée pour le Donbass. Mais en apparence, c'est ce qu'on voit. En réalité, je pense que le sacrifice français, comme le sacrifice allemand, comme le sacrifice européen en général, c'est quelque chose qui est le projet principal. Et par la suite, au fur et à mesure, on trouvera des explications. Il faut te dire, il pleut, il fait chaud, le climat a changé, il faut payer les Chinois, je sais pas moi, machin, il y a une guerre au Donbass, il y a une guerre en Israël ou au Liban ou à Taïwan, ou peu importe, on te trouvera les explications quand on en aura besoin. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes et tu laisses de côté, mentalement, supprime les explications. Laisse les justifications de côté, enlève-les. Regarde juste ce qui est en train de se passer. Et tu vas voir que c'est un projet de destruction. Voilà mes amis. Je vous laisse. Et puis, je reviens dans une autre vidéo. À très bientôt.